et c'est une révolution permanente. Voilà ce qu'il faudrait retenir. Et c'est ça qui fait véritablement sa spécificité et sa particularité. Le premier sentiment que je retiens, c'est celui de la délivrance. Nous avons pendant assez longtemps attendu, depuis les élections du président sortant en 2009 et l'annonce par la suite qu'il se préparait pour se présenter en 2014 avec des demandes populaires, etc. On a compris que finalement c'est la présidence à vie et que c'est vraiment insupportable. Alors en plus de cela, il y avait toutes ces histoires qui tournaient autour de la famille qui régentaient tout le pays et que c'était véritablement une atmosphère qui était insupportable, qui est devenue vraiment insupportable. Et donc ça a commencé le 17 décembre, on a suivi, on a vécu à l'heure précisément de ces événements qui se sont poursuivis et lorsque le 14 janvier on a appris qu'il est parti, il a pris l'avion, il s'est exilé, apparemment on n'avait pas etc. de beaucoup d'informations sur cela, mais quand on a compris qu'effectivement l'horloger du régime en place est parti et que la certitude était venue qu'il ne reviendra plus, le processus est mis en marche pour faire le remplacement selon la procédure et le processus constitutionnel. Et c'est ça qui est important dans cette révolution, parce que c'était une révolution. Et comment on définit une révolution? On dit une insurrection, c'est une révolte, c'est un soulèvement. C'est, et pourquoi pas dire une révolution, c'est par l'intensité. L'intensité vient de la sortie populaire et par tout ce qui s'est produit comme martyrs et comme blessés. Et c'était aux environs de 300 finalement. Donc c'était véritablement plus qu'un soulèvement et ce n'est pas une petite révolte, etc. Donc ça c'est le premier volet de l'intensité par la participation populaire et sur l'ensemble du territoire de la République et qui a culminé le 14 janvier dans la capitale avec ce qui s'est passé à l'avenue Habib Bourguiba. On se souvient de ce spectacle féerique et dans lequel pratiquement tout le monde s'est retrouvé. Et alors c'est ce sentiment-là de délivrance que nous avons senti et que effectivement cette fois-ci il y a des choses qui vont changer. La suite, bien entendu, comme nous la connaissons, il y a eu une succession d'actes qui se sont produits dans la légalité. C'est ça ce qui est peut-être dit la révolution, c'est qu'on renverse tout ce qui est légal, on entre dans les bureaux, on occupe les lieux, c'est une nouvelle, un comité de rédemption nationale qui s'installe pour gouverner le pays. C'est ça l'image un peu de la révolution qu'on donne, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé assez curieusement dans l'ordre. On a respecté l'article 57 de la Constitution qu'on a conspué, qu'on n'a pas voulu garder, mais elle a été appliquée et la suite s'est faite selon des prescriptions qui sont prévues jusqu'à la date et on a décidé de déclarer la caducité de la Constitution de 1959. Et tout de suite après, une loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics qu'on a appelée la petite Constitution s'est faite par le président sortant avec un décret-loi qui est intervenu à cette époque-là parce que l'Assemblée a été dissoute. Les institutions ont été toutes dissoutes et ça c'est un signe de la révolution. Une révolution c'est elle qui arrive à tout dissoudre mais conformément précisément à une procédure qui est assez civilisée je dirais. Le processus, la révolution ne s'est pas terminée, la révolution continue avec des actes successifs et c'est ça ce que je veux retenir de cette révolution. C'est une révolution avec des actes successifs. Là, nous sommes dans une situation presque de blocage, de crise. Il y a bien un nouveau dialogue national, comme le dialogue national de 2013. Et on essaie de sortir avec le dialogue national. Et le dialogue national, lui seul, peut-être va échouer éventuellement. Peut-être aurions-nous encore un troisième acte, comme celui de Sitin Rahil de 2013, et que nous aurons précisément encore une sortie populaire qui va demander à ce que l'Assemblée soit dissoute, à ce que le gouvernement soit changé, à ce que, etc. Alors probablement, ce sera le troisième acte de la révolution. Et on ne sait pas comment les choses vont avancer. Ce qui est rassurant, c'est qu'on est resté toujours respectueux de l'ordre juridique établi.
Et même s'il va y avoir des changements, ils vont y avoir des changements sur la base du respect de ce qui existe dans la Constitution actuelle, comme cela a été le cas pour les cas qui ont précédé. Et puis nous continuons notre chemin. La révolution, en fait, n'est pas terminée. La révolution est en train de marcher en avant et c'est une révolution permanente. Voilà ce qu'il faudrait retenir. Et c'est ça qui fait véritablement sa spécificité et sa particularité. La démocratie est incontournable. Qui aujourd'hui peut prétendre que nous pouvons adopter un régime qui ne soit pas démocratique? C'est-à-dire que vous ne trouverez personne pour établir ce chemin. Ils peuvent la dévoyer, ils peuvent la rendre formelle et puis ne pas la respecter, mais personne ne remet en cause le choix démocratique. Et nous avons donné en Tunisie, depuis le début de la Révolution, un véritable souci de respecter ce que la démocratie commande. Et la démocratie commande que nous respections les droits et les libertés. Et la liberté, c'est le premier gagnant, la dignité aussi, mais la démocratie, il faudrait que ce soit en même temps une démocratie procédurale, c'est-à-dire que par les élections. Voilà, c'est la démocratie procédurale. Il faudrait que le circuit qui fait que des gens soient élus, parce qu'il faut des élections, et arrivent à une assemblée, il soit respecté, il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il soit transparent, il faut que les résultats ne soient pas mis en cause par aucun. Et je crois qu'on a eu beaucoup d'élections jusque-là. Et même malgré les quelques cas, ou enfin ce qui se dit ici sur probablement la question du financement des campagnes électorales, qui est un problème sérieux, et qui a en quelque sorte fait que les résultats sont un peu mis en cause par le fait que les protagonistes n'étaient pas sur un pied d'égalité. Mais enfin, le processus n'a jamais été mis en cause, et puis il a été conduit par une institution qui a été mise en place, l'ISI, et qui a conduit ça avec une véritable indépendance. Et s'il y a eu ici ou là quelques défaillances, mais d'une manière générale, on peut dire, regardez aux États-Unis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit au sujet des élections. Donc on ne souhaiterait pas rester quand même avec un système qui ne soit pas très crédible. Comme ça, on ne risque pas qu'il soit mis en cause. Pour le moment, les choses se passent d'une manière assez convenable, et la démocratie est représentative, parce qu'on est en train précisément de choisir le système de la représentation d'une assemblée qui va décider pour le peuple et qu'elle est responsable devant le peuple 5 ans après l'élection. On a eu des élections, 2 élections présidentielles, 2 élections parlementaires et des élections municipales, ce qui est aussi une révolution en soi. Et donc tout ça a bien fonctionné et personne ne remet en cause la démocratie procédurale. Maintenant, la démocratie substantielle, c'est celle qui est assise sur des principes, sur des valeurs, des droits et des libertés. S'il n'y a pas des libertés, s'il n'y a pas des droits à l'information, des droits d'expression, les droits de presse, etc., eh bien forcément, la démocratie ne peut pas fonctionner. La démocratie, ce n'est pas une comptabilité de combien de nombre de voix pour mettre des gens, ils restent 5 ans sans sortir. La démocratie substantielle, c'est la démocratie qui remplace la démocratie représentative pour lui ajouter la démocratie associative. Et c'est ça véritablement la rénovation. Et ça existe dans la Constitution. Tout ce dont je parle maintenant, ça a été reconfiguré dans la Constitution. La question de l'identité, la question de la démocratie, la question des droits et des libertés, la question de la décentralisation. Et toutes ces choses-là ont été véritablement mises avec beaucoup de garanties. Alors, je suis naturellement optimiste, pour dire la vérité, parce que sans optimisme, on risque de véritablement jeter l'éponge et ne plus rien faire. Et là, je suis assez optimiste. Je dis que la Tunisie, qui a marqué toute cette période par une très forte résilience, c'est-à-dire qu'elle a franchi tous les obstacles. En dépit de toutes les difficultés, je ne vais pas les énoncer, vous les connaissez toutes. La situation, elle n'est pas bonne sur le plan économique, elle n'est pas bonne sur le plan social, sur le plan financier, et puis avec la Covid-19, c'est encore pire. Et donc, vous voyez, nous n'avons pas été servis et nous résistons. Il y a une véritable résistance. Mais jusqu'à où ça va persister et ça va continuer? C'est ça le problème. Alors, est-ce que nous aurons précisément un troisième
acte de la révolution qui va dire que non, on arrête parce que ce qui se passe est aujourd'hui devenu intenable et que nous n'avons pas du tout l'intention de continuer sur cette voie, il faudrait revoir tout. Alors là, c'est le changement qu'on peut demander précisément de la Constitution, de gouvernement, de tout le monde, et entrer dans une nouvelle phase de réflexion sur la mise en cause de cette Constitution que nous avons faite, mais tout avec le respect de l'ordre juridique. Je pense que la Tunisie a montré cette capacité de rester quand même fidèle à cet état de droit qu'on a mis en place. C'est celui qui garantit le mieux. J'espère que cela continuera comme ça, mais en même temps, nous devons espérer qu'il y ait une véritable gouvernementalité, parce que ce que nous constatons, si la reconfiguration a été faite dans la Constitution Yatoumi, et notamment l'article 12, sur cette question du rapprochement qui doit exister entre les régions, entre les riches et les pauvres, etc., la justice sociale, c'est l'article 12 qui a mis en place un véritable modèle de développement économique et social pour établir un rapprochement d'une justice sociale qui peut permettre à toute la population de se retrouver. En fait, c'est ça la gouvernementalité. L'État doit être au service de la société. L'État doit servir la société. La Constitution a reconfiguré l'État dans son organisation qui est devenue démocratique avec le système du régime politique qui a été mis en place, en dépit de toutes les critiques qu'on peut lui faire. Et en même temps, elle a reconfiguré la société en lui donnant cette possibilité par la démocratie représentative, les instances constitutionnelles indépendantes, le statut des collectivités locales. Nous sommes là pour constater qu'effectivement, il y a une véritable grande liberté et une participation populaire. Et donc, c'est véritablement la reconfiguration de la société, chose qui n'existait pas dans la Constitution de 1959. Donc, pour cela, je dis que nous avons une reconfiguration qui a été faite. Il manque maintenant de la gouvernementalité qui puisse mettre en application précisément les grandes options qui ont été mises dans la Constitution. Si cela n'est pas possible aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être changé et que si on n'arrive pas à la faire changer et accepter par les institutions que nous avons créées dans la Constitution, et à s'attendre à ce moment-là à ce qu'il puisse y avoir encore un troisième acte de la Révolution pour nous rappeler que ce n'est pas ce que les révolutionnaires du 17 décembre au 14 janvier ont voulu.